Les eaux sont calmes, le chantier naval presque silencieux. Mais il y a un siècle, ces quais du port de Belfast assistèrent à la naissance d'une légende. C'est le berceau du plus célèbre navire que le monde ait jamais connu, le Titanic. Ce devait être un bâtiment colossal, magnifique, destiné à concrétiser la vision grandiose de ceux qui l'avaient conçu. Des hommes animés par une ambition dévorante. Oui, c'est vrai, je me lance un immense défi. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Des craintes prémonitoires. Comment diable comptez-vous faire tenir plus de 3000 personnes sur 16 canaux de sauvetage? Et une conviction sans faille. S'il existe un navire plus sûr, on ne le connaît pas. Et en ce qui me concerne, je le crois presque insubmersible. Mais l'histoire du Titanic est aussi celle des ouvriers qui ont bâti de leurs mains le navire le plus luxueux au monde. C'est une histoire faite de violence, d'affrontements politiques, de désespoir, de tragédie et de honte. Ça y est, Excellence, on a réussi. En dépit d'une construction qui aura duré 5 ans, le Titanic a sombré en moins de 3 heures. 1500 personnes ont péri et parmi elles, une poignée d'ouvriers du chantier naval qui lui avait donné vie. Voici l'histoire authentique et inédite de ces hommes et de leurs navires. Le Titanic voit le jour à l'ère des grands paquebots de luxe, quand les chantiers navals et leurs ouvriers sont en première ligne d'une bataille commerciale sans merci. Qui pourra construire les plus grands navires, les plus solides, les plus rapides? La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne se disputent les retombées financières du trafic transatlantique. Cet argent vient des pauvres comme des riches, des émigrants en quête d'une vie meilleure et des gens fortunés amateurs de croisières de luxe. C'est dans ce monde que naît le Titanic. L'orgueil des nations et celui des ouvriers sont en jeu. Pour son voyage inaugural, chaque nouveau navire emporte à son bord un groupe de garantie, des ouvriers chargés de déceler la moindre anomalie. Le Titanic ne fait pas exception à la règle. Près de 15 000 hommes travaillent dans le chantier naval Harland & Wolff à Belfast. Des charpentiers, des plombiers, des électriciens et des dessinateurs industriels. Ils sont considérés comme l'élite de la construction navale. Ce sont des travailleurs qualifiés en provenance de toutes les îles britanniques. Une main-d'œuvre triée sur le volet, sans équivalent sur la planète. « 4000 de ces hommes travailleront sur le Titanic et seulement 8 d'entre eux seront choisis pour sa première traversée. Un voyage comme on n'en fait qu'une fois dans sa vie. Leur histoire commence 5 ans plus tôt, à Londres. Et bien entendu, Cunard a apprécié les subventions du gouvernement, mais l'argent ne suffit pas. Le constructeur naval William Peary vit à Londres, dans le quartier de Belgravia. Ce soir-là, il reçoit un autre géant des chantiers navals. Leur tentative de rivaliser avec nous n'est rien de plus que de l'orgueil. Né en Ulster, province du nord de l'Irlande, Peary est un homme intraitable. Ça ne tient pas compte du fait que leur bateau a battu le record de traversée de l'Atlantique. Et Bruce Ismay, un Anglais pointilleux. En tant que propriétaire de la compagnie White Star, il doit relever un nouveau défi. Sa rivale, la Cunard, construit des paquebots plus rapides que les siens. Je vous l'ai toujours dit, Bruce, la vitesse, cela ne suffit pas. Mais vous devez comprendre pourquoi la White Star Line est obligée de répondre. Étant tant que cela, vous laissez embarquer par Cunard dans une compétition absurde. Je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez aussi soucieux de votre prestige, Bruce. Apprenez que sans prestige, la White Star Line et par la même occasion votre chantier William n'ont aucun avenir. Cette poursuite de la vitesse chez Cunard est futile. Son coût est exorbitant. Mais si on me demande de l'envergure, eh bien, donnons-leur de l'envergure. Vous le voyez aussi grand que le Mauritania? Non, 1,5 fois plus grand. Le plus grand bateau qui ait jamais vogué sur la mer. Vous croyez que c'est réalisable? J'ai les meilleurs ingénieurs du monde à mon service. Vous le savez. Et les équipements intérieurs?
Les plus luxueux que l'on puisse concevoir. Et les prix? Nos tarifs habituels. Nos coûts, plus 4%. Ce qui sera certainement astronomique. Et pour rivaliser avec Cunard, il faudra 2 navires. Pour surpasser celui-là, il en faudra 3. Le contrat est signé à Londres, mais c'est à Belfast que le Titanic sera construit. La ville est le cœur industriel de l'Irlande et il bat grâce au talent de ses ouvriers. Grâce à eux, l'entreprise de William Peary, Harland & Wolff, est le numéro 1 mondial de la construction navale. Aujourd'hui, une poignée de ces hommes vont entrer dans la légende. Vite, je vais être en retard. Alfie Cunningham, tout juste 16 ans, débute comme apprenti. Faut pas être nerveux, Alfie. Je suis pas nerveux. Sa mère est veuve et élève seule ses 6 enfants. C'est bon. Alfie est l'homme de la maison. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Artie Frost, 33 ans, vient d'avoir de l'avancement. En chapeau, Artie. Merci. Il est chef d'équipe monteur, un nouveau statut. Tu connais le contremaître? Allez, assis-toi. Tommy Millard, 25 ans, est charpentier de marine. Soyez sages, mes garçons. Tommy, ton pain. Tu oublierais ta tête si elle n'était pas vissée au cou. Oui. Le chantier est un monde rigoureux. 6 jours de dur labeur par semaine pour gagner un maigre salaire. Et les retardataires restent à la porte. Trop tard. Désolé, les gars. Tu le trouveras dans le hangar. Ouais. Le contremaître est chargé de faire respecter la discipline. Ici, il règne en seigneur et maître. Il lui suffit d'un mot pour donner du travail à un ouvrier ou le renvoyer chez lui. Monsieur Frost. Monsieur Frost. Je connais mon nom, mon garçon. Et toi, tu t'appelles? Alfred Cunningham, monsieur. Alors c'est aujourd'hui le grand jour? Oui, monsieur. Je suis apprenti, monsieur. Il y a plus de 14 000 ouvriers sur le chantier naval. Et Alfie Cunningham se situe tout en bas de l'échelle. Dis-moi ce que tu sais sur les moteurs des bateaux, jeune apprenti. Je connais rien, monsieur. Mais... Alors dépêche-toi d'apprendre, sinon tu feras pas long feu ici. Artie Frost a commencé comme apprenti. Il sait comment fonctionne le chantier. Ses compétences l'ont fait grimper dans la hiérarchie, mais pour obtenir le poste de contremaître, il a dû attendre que son père prenne sa retraite. Au sommet de l'entreprise, c'est aussi une affaire de famille. C'est un fait. Cunard nous a devancés. Eh bien, montrons-lui qu'il ne restera pas en tête. Je suis sûr que vous vous ferez un plaisir de trouver l'occasion de le faire. Le concepteur en chef de Peary n'est autre que son beau-frère, Alexander Carlyle. Entre les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Avec Tommy, un pont qui supporte... Roderick, Alexandre t'a mis sur le chantier? En effet. C'est un immense honneur, mon oncle. Thomas Andrews est le neveu de Peary. Beaucoup pensent qu'il prendra à terme la direction de l'entreprise. Un tout nouveau type de paquebot de grande ligne. C'est d'une audace exceptionnelle. Roderick Chisholm est dessinateur en Il s'agit là d'un chef. point de départ, messieurs. J'ai dit à Ismay qu'il aurait ces 2 paquebots d'ici 4 à 5 ans. Vraiment, William, nous savons combien vous aimez lancer des défis, mais franchement, là, ça devient ridicule. Pourquoi? Ce type de bateau ne peut tout simplement pas être réalisé, William. Oh, bien sûr, Alexandre. Et oui, c'est vrai, je me lance un défi immense. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Un défi que, je le sais, vous relèverez avec moi. Et avec Tommy et Roderick pour vous prêter main forte. Vous ferez en sorte que la vision devienne réalité. Peary dirige ses chantiers d'une main de fer. Fiche le camp tout de suite. Y a pas de place Chaque pour les seconde de la étoiles. vie de ses ouvriers lui Tu appartient. mets tout le monde en rangée. La pause. Même les pauses aux toilettes sont chronométrées. Chaque ouvrier a le droit d'y passer au total 7 minutes par jour. C'est le règlement. Premier jour sur le chantier, hein? Ouais. Oh,
fais pas cette tête. C'est la tradition pour les apprentis. Et son pantalon! Oh, fichez-lui la paix. Ne mêle pas de ça, Flaherty! J'ai dit fichez-lui la paix! Lâchez-le, lâchez-le! Ouais, sauve-vous à Flaherty, cours! C'est ce que vous faites de mieux, vous les catholiques! Seul un ouvrier sur 8 est catholique. Vous êtes les plus forts. Allez, fous le camp. Crétin. Mais Lord Pirrie refuse tout sectarisme. Par-delà les différences, les amitiés se nouent entre les catholiques et les protestants, comme Tommy Millard. Préparez-vous à expier vos péchés, vous qui n'êtes pas charitables. La charité est à la fois souffrance et tolérance. La charité... À l'heure du déjeuner, tout le monde se retrouve. Pendant 45 minutes, les hommes occupent leur temps à leur guise, libres de discuter, de jouer, ou bien sûr, d'écouter les enseignements de la Bible. Prépare-toi à brûler en enfer. La charité... Le fossé religieux est certes important, mais il est moins marqué que celui qui existe entre les différents corps de métier. Et ceux qui ont la tâche la plus dure sont les ouvriers en charge dérivée, comme Michael Flaherty. Merci beaucoup. Merci de votre aide. Ah, mon père est river, Alfie, mais il est sourd comme un pot. Sourd comme quoi? C'est pour ça qu'il m'a pas laissé le suivre. Il m'a inscrit comme charpentier menuisier. Un métier plus sûr, hein, monsieur Millard? Plus sûr? Si tu le dis, fiston. Mais vous avez pas eu la trouille d'envoyer ces gars au diable? Même qu'ils sont protestants et tout ça? Toi, t'es protestant? Comme monsieur Millard? Faut avoir peur de vous? Non. Vivre et laisser vivre, voilà ce que je dis. Ouais. On est tous compatriotes. Même le patron. Par ici, messieurs. C'est lui, monsieur Pirrie? Lord Pirrie, pour nous autres. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien important pour qu'il vienne sur le chantier. L'avènement des nouveaux paquebots exige des changements. Avant de construire ces navires gigantesques, Pirrie doit entièrement repenser son chantier naval. Nouvelle cale, nouveau portique. Lord Pirrie veut entrer dans l'histoire et il a engagé Robert Welch, le meilleur photographe d'Irlande, pour fixer sur la pellicule toutes les étapes de la construction du Titanic. L'idée du Titanic a été lancée sur un gentleman's agreement, un accord non contractualisé. Un an plus tard, rien n'est encore couché sur le papier. Tout repose sur Bruce Ismay. Eh bien? Il a 4 cheminées. Exact. Vous m'aviez annoncé que 3 moteurs, pourtant. William pense que ce genre de bateau sera plus rentable s'il ne fonctionne qu'avec 3. Et nous savons tous de surcroît que plus un navire a de cheminées, plus la clientèle a envie de voyager dessus. Cunard a conçu le Mauretania et le Lusitania avec 4. Nous avons songé que vous ne voudriez pas moins sur les vôtres. Donc, une des cheminées est un ornement. Correct, monsieur. Bien. Je trouve que c'est une merveille. Quand pouvez-vous commencer? On pourra commencer à travailler sur le modèle 400 d'ici quelques mois et sur le 401 tout de suite après. Eh bien, dans ce cas, je dois me presser de signer le contrat. Sans doute. Il leur faut un nom. On ne peut continuer à les appeler paquebot 400 et 401. Absolument. Et puisque le 400 inaugure une nouvelle catégorie, son nom ne peut être que l'Olympique. C'est d'accord. Et le deuxième? Je vous laisse le choix, Bruce. William, vous connaissez vos classiques. L'Olympe était le des dieux grecs, c'est vrai. Mais que dire de leurs rivaux, les titans? Des géants, tous autant qu'ils sont. L'Olympique devrait avoir pour compère le Titanic. Bravo, excellent. Va pour le Titanic. Je pense qu'on n'a jamais donné de nom plus approprié.